Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce troisième webinaire du Pacte du pouvoir de vivre. Donc, je suis Amandine Le Breton et donc je vais animer ce petit webinaire de 45 minutes. C'est donc le troisième. On commence à 8h45 et on tient à finir à 9h30. Pour rappel, ces webinaires, c'est l'objectif en interne au Pacte du pouvoir de vivre d'expliciter certaines propositions, certains enjeux portés par le pacte, de présenter des travaux, des rapports des organisations membres du pacte ou de faire le point sur un sujet d'actualité. Et quand je dis que ces webinaires ont une vocation interne, c'est qu'ils sont dédiés donc aux salariés, aux militants, aux bénévoles des organisations membres du pacte. Et donc, ce webinaire n'est pas public. Donc aujourd'hui, c'est Daphné Chamard-Tierling du Secours catholique qui va nous faire une présentation. Donc, on va parler aujourd'hui des zones à faible émission. Donc, Daphné va intervenir aujourd'hui pour environ 20-25 minutes. Et ensuite, on aura un temps d'échange, comme les dernières fois, à travers des questions-réponses. Alors, deux petites consignes rapides. La première, c'est que vous avez peut-être vu que ce webinaire était enregistré. Donc, comme les dernières fois, il est enregistré, mais il n'est pas mis en ligne de manière publique. Il est envoyé en revanche à la demande pour celles et ceux des organisations qui n'auraient pas pu suivre ce matin. Donc, on l'envoie à la demande grâce à un lien. Le deuxième point, c'est sur le temps des questions-réponses. Comme on est assez nombreux, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par le petit chat là sur le côté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions écrites et puis c'est moi qui les transmettrai au fur et à mesure à Daphné en les regroupant. En général, on a un quart d'heure de discussion. Voilà, ce qui permet d'aborder quand même un certain nombre de questions. Voilà, donc Daphné, je te passe la parole. Super, merci beaucoup Amandine. Alors, je vais juste partager mon écran. Amandine, il me dit que je n'ai pas la possibilité de mettre ma caméra. Je ne sais pas si tu peux agir dessus ou pas. Voilà. Il me dit que l'animateur l'a arrêté, donc... Et je ne t'entends pas. D'accord, pardon, j'avais éteint mon micro. Je vais essayer de l'allumer pendant que tu commences. Très bien. Je pense que c'est de ton côté. Mais Oui. je te laisse commencer. Ok, très bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Comme l'a dit Amandine, moi, ce matin, l'objectif, ce sera de commencer par vous présenter un peu de manière factuelle ce qu'est une zone à faible émission, comment ça marche, qui est concerné, quel est le périmètre. Puis, je m'attarderai plus spécifiquement sur les problématiques que cela peut poser, notamment pour les plus précaires. Alors, donc, une zone à faible émission, donc vous l'avez vu, il y a plein d'acronymes, ZFE, ZFEM. Donc, c'est l'objectif, c'est avant tout de lutter contre la pollution de l'air. Et le dispositif vise à interdire de manière progressive la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres urbains, là où se concentrent particulièrement les enjeux de pollution. La zone à faible émission, ce n'est pas une réglementation uniquement française, c'est un dispositif qui est déployé partout en Europe. Il y a un peu plus de 300 villes qui sont concernées et la première remonte à quasiment une dizaine d'années en Suède. C'est un sujet majeur qui arrive devant nous puisque en 2025, on aura au moins 44% de la population française qui sera dans une agglomération qui sera concernée par une zone à faible émission. Ces 44% concernent ceux qui habitent dans ces agglomérations-là, mais on va le voir, bien sûr, la zone à faible émission, elle a un impact aussi pour toutes les personnes qui résident en dehors de la ZFE, mais qui doivent s'y rendre de manière régulière. Donc, comme je vous le disais, concrètement, la zone à faible émission, son objectif principal, c'est la lutte contre la pollution de l'air. Donc, c'est avant tout un enjeu de santé publique, puisqu'aujourd'hui, la pollution de l'air est la troisième cause de mortalité évitable, avec entre 40 et 50 000 décès par an qui sont attribuables à la pollution de l'air. Et dans cette pollution de l'air, on voit aujourd'hui que le transport routier est responsable de 63% des émissions d'oxyde d'azote et de 18% des émissions de particules fines. Donc, le transport, ce n'est pas toute la pollution de l'air, bien sûr, mais c'est en tout cas l'impact majeur. Et puis, selon les territoires, on va avoir bien sûr d'autres sources de polluants, mais en tout cas, le transport est le plus gros responsable de cette pollution de l'air. Et plus spécifiquement, quand on regarde les émissions d'oxyde d'azote,
c'est particulièrement les véhicules diesel qui sont responsables de ces émissions. C'est pourquoi les zones à faible émission ciblent particulièrement les véhicules diesel. Quand on parle de zones à faible émission, comme je vous l'ai dit, l'entrée, elle est surtout santé publique, mais on voit aussi que c'est un enjeu, au moins pour plusieurs raisons, des enjeux sociaux. D'une part, puisque on sait que les habitants en fragilité, en tout cas les plus précaires, sont plus vulnérables à la pollution de l'air. Alors, il y a des inégalités d'exposition sur un certain nombre de territoires, et au-delà de ces inégalités d'exposition, ce qu'on sait aussi, c'est que les plus précaires ont une moins grande capacité à s'extraire des lieux de pollution, que ce soit lors des pics de pollution ou de manière quotidienne. On a moins souvent le choix de son lieu de résidence. Et on a des statistiques qui viennent attester ces problématiques. Alors à Paris, de toute façon, tout le monde est concerné et exposé à la pollution atmosphérique, mais les études montrent que les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Ensuite, ce qui nous semble aussi intéressant à regarder quand on parle des problématiques de mobilité, en tout cas des enjeux de mobilité, c'est qu'on voit que les plus précaires ont des problèmes de mobilité depuis longtemps, du fait d'un système qui est très centré sur la voiture et qui aujourd'hui exclut de fait un certain nombre de personnes parce que le coût de possession d'un véhicule est très important. Et donc, on a différents chiffres aussi qui viennent attester de ces problématiques de mobilité, où on sait qu'un quart des Français ont déjà refusé un emploi ou une formation faute de pouvoir s'y rendre. Et une étude récente, notamment portée par la Fondation Nature pour l'Homme, nous montrait qu'il y a 13 millions de Français qui sont en précarité mobilité et donc qui ont des difficultés de mobilité, soit par manque d'alternatives à la voiture, soit parce que le budget transport et donc carburant est trop élevé, soit pour un cumul des difficultés. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des transports sans parler des enjeux climatiques, puisque le transport est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec 31% des émissions. Et on sait que le transport routier représente la majorité de ces émissions. Et dans ces émissions, c'est particulièrement la voiture individuelle qui est responsable de ces émissions pour plus de la moitié. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, l'entrée des zones à faible émission, c'est une entrée polluant atmosphérique, donc particules fines, dioxyde d'azote, etc. C'est moins les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, même si c'est intimement lié. Mais en tout cas, l'entrée première, c'est bien les polluants atmosphériques. La zone à faible émission, comme je vous le disais, c'est un dispositif qui existe déjà depuis de nombreuses années et donc qui a déjà fait ses preuves ailleurs en Europe. On a différentes études qui nous montrent les impacts. Alors, des impacts sur la réduction de la pollution de l'air. C'est le cas, par exemple, à Londres, à Lisbonne ou à Berlin, où on a des dispositifs similaires à la zone à faible émission. À Londres, on a aussi vu une réduction du trafic routier. Et puis à Gand, en Belgique, on a aussi une étude qui nous montre que la ZFE a permis de réduire le taux de possession de véhicules, donc dans la zone de 10% sur une période de 2 ans. Voilà pour les raisons d'être de la zone à faible émission. Et puis donc concrètement, sur le territoire français, aujourd'hui, on va avoir plusieurs niveaux d'interdiction, en tout cas de réglementation. D'abord, les zones à faible émission sont issues de la loi dite LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui date de 2019, qui a imposé aux métropoles de mettre en place, les 10 plus grandes métropoles, de mettre en place une zone à faible émission. Donc sur la carte, vous voyez, c'est les points qu'on retrouve en vert. Donc c'est des zones à faible émission qui sont déjà en cours ou qui doivent être déployées très, très prochainement. Ensuite, on a la loi climat et résilience, donc qui est plus récente, qui a élargi ce dispositif et qui rend obligatoire la zone à faible émission dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc là, vous voyez que le périmètre s'élargit considérablement et donc c'est tous les points orange qu'on peut voir sur la carte. Le périmètre de la zone à faible émission, il est défini par l'autorité compétente. Donc ça veut dire qu'une zone à faible émission doit être mise en place sur le périmètre de l'agglomération ou de la métropole, mais ça ne concerne pas forcément toutes les villes de ce territoire-là. Mais en tout cas, ça doit prendre en compte, selon une règle définie par la loi, au moins la moitié de la population de l'intercommunalité la plus grande. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est la question du périmètre, qui n'est pas défini par la loi stricto sensus, mais qui nécessite quand même d'être ajusté selon les territoires. Un troisième niveau de réglementation qu'il convient aussi de préciser, c'est que la loi climat et résilience a précisé un calendrier, et c'est l'unique calendrier qui est précisé
pour les métropoles qui sont en dépassement des seuils européens de la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, ça concerne Paris, Lyon et Marseille. Et donc là, la loi climat et résilience impose ce calendrier de restrictions à travers différentes phases, puisque vous l'avez compris, les zones à faible émission, on est vraiment sur une idée de progressivité. Et donc tous les ans, les collectivités doivent progressivement interdire des véhicules considérés comme plus polluants. Alors justement, qu'est-ce qui définit un véhicule polluant ou non? C'est les vignettes critères dont vous avez probablement entendu parler. Et donc l'accès à ces zones sera déterminé par ces certificats de qualité de l'air. C'est une vignette qui est obligatoire pour se rendre dans l'une de ces zones. Et bien sûr, la zone à faible émission concerne tous les véhicules qui circulent sur le territoire, qu'on soit résident dans la zone à faible émission, qu'on soit de passage, parce que c'est sur notre route pour un déplacement long, ou qu'on ait besoin de s'y rendre pour aller travailler, pour aller à l'hôpital. Donc, tous les véhicules doivent avoir cette vignette, que l'on soit interdit ou non. La vignette critère, elle fonctionne aujourd'hui sur deux critères que sont la motorisation du véhicule et son année, sa première année d'immatriculation. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire est-ce que le véhicule est essence, diesel ou électrique et quand est-ce qu'il a été mis en circulation. Ce qui est important à noter dès maintenant, c'est que ces vignettes critères, elles font déjà l'objet de controverses, puisqu'en fait, on ne prend pas en compte la puissance du véhicule ni le poids du véhicule. On n'est vraiment que sur ces deux critères-là, ce qui pose certaines problématiques, notamment pour les véhicules plus récents, mais qui vont être très lourds et donc qui vont avoir d'autres impacts que les seuls impacts qui sont regardés ici. Donc, vous l'avez compris, les vignettes, en tout cas, ciblent particulièrement les diesels pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et donc, les vignettes les plus anciennes, les critères 4 et 5 et les non classés, concernent exclusivement les véhicules diesel. Et puis ensuite, progressivement, on va remonter avec les véhicules essence et diesel. Et donc, aujourd'hui, on a la vignette, la critère E, qui concerne les véhicules électriques ou à hydrogène. Et ensuite, les critères 1, qui vont concerner les hybrides rechargeables et les véhicules essence de moins de 12 ans, donc immatriculés à partir de 2011. Ce qui est intéressant à regarder, c'est le petit graphique que vous avez ici. Ce que visent prioritairement les zones à faible émission, c'est bien sûr les véhicules critères 4, 5 et non classés, donc qui représentent 14% du parc. Et là, aujourd'hui, où les grandes questions se posent, c'est quand les critères 3 vont être interdits, puisque là, on va monter à 38% du parc qui seront concernés. Ce qui est aussi intéressant à noter sur ce sujet-là, c'est que si en moyenne, ces véhicules dits polluants, donc critères 4, 5 et non classés, représentent 14% en moyenne, en fait, quand on regarde les ménages les plus pauvres, eux, ça représente 38% de leurs véhicules. Et donc, on a 38% des ménages les plus pauvres qui ont un véhicule critère 4 ou 5, contre 10% pour les ménages les plus riches qui ont des véhicules donc souvent plus récents. En termes de calendrier, ce qui est important à savoir, c'est que chaque agglomération a son propre calendrier d'interdiction et ses propres horaires aussi. Et donc, hormis les territoires qui sont en dépassement, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi climat et résilience n'impose aucun calendrier d'interdiction des véhicules. Ça, c'est important à noter parce que il faut bien considérer que c'est on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en 2025, X% des véhicules seront interdits, puisqu'on est vraiment lié à des calendriers locaux. Je vous ai mis ici le calendrier qu'a réalisé le réseau Action Climat, qui essaie de suivre avec précision les différents calendriers qui sont annoncés. Et donc, vous pouvez voir que sur les collectivités qui ont annoncé leur calendrier de mise en œuvre, on est vraiment sur des délais qui sont très différents et des critères 3. Donc là, vous voyez où on commence à basculer sur 38% du parc. On est sur Paris, qui doit normalement au minimum le faire pour 2025, même s'ils n'ont pas encore tout à fait acté parce qu'ils ont décalé leur calendrier. Lyon, on aura aussi Strasbourg, Montpellier, et on a Reims aussi qui a un dispositif assez volontariste. À noter aussi que, par exemple, on a Grenoble qui a une zone à faible émission depuis très longtemps, mais qui concerne pour l'instant, en tout cas sur ces premières années de déploiement, uniquement les véhicules professionnels. Voilà, donc comme je vous disais, attention, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, ce n'est pas exact de dire que tous les critères 3 seront interdits dans toutes les zones à faible émission en 2025. C'est qu'en 2025, on aura bien des zones à faible émission dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants,
Mais à part les agglomérations que je vous ai citées, les agglomérations seront en charge de décider du calendrier qui leur semble le plus approprié. Voilà un petit peu pour les enjeux globaux sur la zone à faible émission, ou en tout cas le dispositif et le périmètre tel qu'il existe aujourd'hui. Maintenant, je voulais particulièrement revenir sur les problématiques que cela pose. Alors, j'en ai déjà posé quelques-unes sur la question du parc, sur la question des critères, mais voilà d'autres points qui sont aujourd'hui très présents dans le débat public. Premièrement, il me semble important de se dire qu'aujourd'hui, si on a des études qui existent sur la réduction du trafic routier, sur les impacts en termes de qualité de l'air, on a très peu de recul sur les impacts sociaux que génère la mise en place des zones à faible émission. Donc, on a peu de recul sur ce point-là. Et donc, ça pose des questions, effectivement, d'inégalité et de problématiques particulières que pourraient poser ces zones de restriction de circulation. On a un deuxième enjeu qui me semble aussi important à vous rappeler, c'est la question effectivement des personnes en situation de fragilité économique qui risquent d'avoir des grandes difficultés à changer de véhicule. Ce qui me semblait important à vous rappeler, c'est qu'on a des impacts qui sont quand même différenciés, puisque globalement, on sait que les personnes les plus précaires sont moins motorisées que les autres, puisque ce chiffre national est assez parlant. Aujourd'hui, en France, le taux de motorisation est de 80%, quand il est de 60% pour les 25% les plus modestes. Donc, en fait, on a déjà un certain nombre de personnes en précarité qui ont soit des difficultés de mobilité, soit qui vivent déjà sans voiture. Mais par contre, il est vrai, comme on l'a vu tout à l'heure, que les personnes les plus précaires qui ont une voiture, parce que souvent elles n'ont pas le choix, elles seront davantage impactées par la zone à faible émission. Les zones à faible émission, elles posent aussi un enjeu particulier pour les périurbains et pour les ruraux, puisque comme je vous le disais, ça concerne tout le monde, et donc les personnes qui sont en dehors des zones à faible émission seront d'autant plus impactées qu'elles sont plus dépendantes de la voiture. C'est notamment des questions qui sont très importantes pour l'accès aux centres hospitaliers, par exemple, dans des territoires où on a regroupé énormément de services. On a aussi des exemples d'agences Pôle emploi qui sont regroupées dans l'agglomération, alors qu'elles desservent et qu'elles concernent l'ensemble du département. La problématique aussi, c'est que ces habitants ne sont pas forcément concertés lors de la mise en œuvre de la zone à faible émission, et elles bénéficient souvent de moins d'aide que les résidents des territoires de la zone à faible émission. Ce qu'on peut noter également, c'est la question du périmètre que je vous évoquais tout à l'heure, qui est important sur lequel il est important de s'arrêter, puisqu'il faut aussi se rendre compte que l'impact des zones à faible émission sur la réduction des inégalités et d'exposition à la pollution de l'air, elle est dépendante du périmètre retenu. Et donc, il faut faire en sorte que ce périmètre soit bien travaillé, que les diagnostics soient bien faits pour bien inclure les territoires qui sont économiquement fragilisés. Je le dis parce que, en fait, l'enjeu, c'est d'éviter une sorte de double peine où, d'une part, en fait, on aurait des populations qui ne vivent pas dans le centre-ville et donc qui auraient des difficultés de mobilité pour se rendre dans la zone à faible émission, mais qui, elles, ne bénéficieraient pas des impacts positifs en termes de qualité de l'air parce qu'elles ne vivraient pas dans cette zone à faible émission. Donc, cette question du périmètre de la zone à faible émission, elle est fondamentale pour être sûr que ce soit bénéfique au plus grand nombre. Ensuite, et bien sûr, c'est l'un des enjeux qui est devant nous et auquel le gouvernement doit répondre, c'est aussi la méconnaissance du dispositif, puisque peu de Français savent ce que c'est une zone à faible émission et les conséquences que ça a. Les vignettes critères, c'est aussi quelque chose qui est très obscur. Et dans l'étude qu'on a menée, on a fait quelques entretiens. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les personnes qu'au Secours catholique, nous, on accompagne, elles sont très peu informées de la mise en place de cette nouvelle réglementation. Et surtout, il y a un enjeu de temporalité, puisque ce que nous disaient les personnes, c'est finalement, pour le résumer, à chaque jour suffit sa peine, puisqu'on va déjà essayer de se débrouiller pour se déplacer demain, après-demain, et on verra dans 3 ans comment je peux faire. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. C'est comment on accompagne des publics tout en prenant en compte leurs difficultés du quotidien. Et donc, c'est bien l'enjeu de l'articulation court terme, long terme, qui revient assez fréquemment sur nos sujets de transition écologique juste. Et justement, sur la question de la temporalité,
Aujourd'hui, l'un des enjeux qui se posent sur la zone à faible émission, c'est finalement comment on arrive à proposer des solutions court terme, c'est-à-dire en fait, dans 2 ans, qu'est-ce que la collectivité met en place pour permettre aux personnes de se déplacer, alors qu'on sait que la planification des mobilités, elle s'inscrit dans un temps long. Et donc, on voit aujourd'hui des collectivités qui sont un peu dans le fait accompli, celles qui étaient notamment concernées en 2021, qui n'ont pas forcément réfléchi à créer un dispositif de mobilité alternatif à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, on n'arrive pas à répondre aux inquiétudes des personnes qui est simplement de se dire demain, comment je vais faire pour me déplacer, puisqu'on n'a pas forcément anticipé la nécessaire modification des mobilités sur le territoire. Et ça, c'est vraiment un point qui me semble clé. C'est comment la zone à faible émission, elle permet de développer des alternatives à la voiture et non uniquement viser le remplacement d'un véhicule, où on remplacerait un vieux véhicule par un véhicule électrique, parce que si on reste là-dedans, on ne résout pas l'ensemble des problématiques qu'on a pu évoquer en début de présentation, à savoir les difficultés des personnes en précarité d'accéder à un véhicule individuel et les enjeux, bien sûr, climatiques qui sont devant nous. Voilà, donc en tout cas, il nous semble que pour que la zone à faible émission soit l'occasion de travailler de concert les enjeux sanitaires, de réduction des inégalités d'accès à la mobilité et les enjeux climatiques, il faut vraiment qu'elle soit travaillée sur l'ensemble de ce qu'elles peuvent apporter en termes d'alternatives et non uniquement de viser un remplacement de l'un pour un. Voilà ce que je voulais vous présenter et donc je suis toute ouverte à vos questions. Merci beaucoup, Daphné. Alors, on a déjà quelques questions. On a des questions sur les dérogations. Donc, qu'en est-il sur les dérogations, en particulier pour les artisans, dont on parle beaucoup, et quid des poids lourds? Alors, les dérogations, elles sont à la discrétion de chaque collectivité. Alors, il existe des dérogations qui sont liées à la réglementation. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les véhicules d'intérêt général, pour les véhicules d'urgence. Et ensuite, chaque agglomération peut décider de mettre en place ses propres dérogations, soit pour des motifs sociaux. Donc, c'est le cas, par exemple, à Strasbourg, où il y a un pass ZFE, où les personnes peuvent se déplacer 12 fois par an dans la zone à faible émission, soit pour des raisons techniques. Et c'est ce qui va notamment se passer pour un certain nombre de véhicules utilitaires qui n'auront pas la capacité en fait, de proposer une autre motorisation que les véhicules diesel, quand on sera à l'interdiction des véhicules diesel. Et là, on aura des dérogations possibles. Mais pour l'instant, ces dérogations-là, elles sont vraiment liées à une réglementation locale. Ok, merci. On a des questions aussi sur la gouvernance. Est-ce qu'en tant que Secours 4, vous avez des propositions sur ce sujet? Est-ce que plus largement, il y a une obligation légale de méthode, de concertation sur la mise en place des ZFE? Ton micro est éteint, Daphné. Pardon, merci. La zone à faible émission, aujourd'hui, il y a effectivement la loi qui prévoit des dispositifs de concertation, mais de manière assez classique pour tout projet qui va être développé sur un territoire. Donc nous, par rapport à ça, on trouve que en tout cas, les dispositifs de concertation classiques sont insuffisants, puisqu'on voit bien qu'ils ne touchent pas des populations en situation de précarité notamment, en tout cas nous les personnes qu'on accompagne, et donc il est nécessaire de les compléter. Je prends souvent l'exemple de Strasbourg par exemple, qui a lors de sa concertation est sorti un peu de ses murs, a proposé autre chose qu'une réunion publique ou un questionnaire en ligne, mais est allé dans les quartiers prioritaires de la ville avec des débats mobiles qui ont été organisés. On a aussi Lyon qui a proposé une consultation citoyenne à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, avec vraiment les différentes parties prenantes et les différentes catégories socioprofessionnelles qui ont été réunies. Et donc ça, c'est vraiment important, effectivement, d'aller au-delà du dispositif classique, parce que sinon, il n'y a rien de précisé. Et il n'est pas précisé non plus qu'il faut concerter les habitants des agglomérations qui sont autour, alors qu'on l'a vu, c'est un enjeu majeur en fait, puisque c'est surtout les personnes qui sont dans les communautés de communes autour de la zone à faible émission qui risquent d'être particulièrement impactées parce qu'elles sont plus dépendantes de la voiture. Ok, merci. Et quel est le rôle des entreprises dans l'ensemble de ces dispositifs? Est-ce qu'elles sont associées? Est-ce qu'elles doivent participer aux solutions? Alors aujourd'hui, les entreprises
elles ne sont pas nommées explicitement dans la loi. Donc, encore une fois, c'est vraiment, vous l'avez compris, la collectivité qui doit porter la mise en œuvre de sa zone à faible émission. L'État essaie de plus en plus de travailler, en tout cas propose des espaces de discussion avec les collèges. Je pense notamment à la question de l'union, par exemple, des transporteurs, etc. Mais les collectivités, elles peuvent juste inviter les entreprises à mettre en place leur plan de mobilité, mais pas forcément plus. Est-ce que tu peux revenir sur toutes les modalités pour rendre accessible la mobilité, notamment plus précaire? Il y a des questions sur comment on facilite le remplacement d'un véhicule, des questions sur comment les collectivités font pour déployer le transport collectif à large échelle. Voilà, comment elles réagissent, celles qui font déjà. Oui. Alors, sur la question du remplacement du véhicule, aujourd'hui, il existe des dispositifs nationaux. Donc, il y a le bonus écologique qui concerne les véhicules électriques, soit neufs, soit d'occasion. Et puis ensuite, on a les primes à la conversion qui permettent aux personnes de remplacer un vieux véhicule et d'en acheter un nouveau en bénéficiant d'une prime. Cette prime à la conversion, elle est conditionnée à un niveau de revenu. Et les collectivités peuvent en complément rajouter une aide locale ainsi qu'une surprime ZFE qui est portée par l'État. Donc aujourd'hui, il existe tout un tas d'aides, mais qui relèvent un peu d'un parcours du combattant, puisque c'est un peu un millefeuille administratif. Je vous ai cité là déjà les différentes aides. Et on a aussi la possibilité donc pour les collectivités de définir des niveaux et des seuils qui sont différents. Donc, pour être un peu concrète, aujourd'hui, par exemple, vous avez la métropole du Grand Paris qui a mis en place des aides qui sont connectées aux aides de l'État. Donc, il y a un espèce de guichet unique qui a été créé. Et donc, on peut avoir jusqu'à 12 000 € d'aide pour remplacer un véhicule. La métropole de Rouen aussi a mis en place des aides, mais ce qu'a fait Rouen, qui est assez intéressant en tout cas de notre point de vue, c'est que ces aides ne concernent pas que les personnes qui sont dans la zone à faible émission, mais bien aussi ceux qui sont autour. Les montants sont un peu différents, mais on a bien aussi des aides qui sont liées au lieu d'habitat, mais au lieu aussi de travail des personnes. Et donc, on peut avoir 12 000 € dans la métropole du Grand Paris, on peut avoir le montant quasiment équivalent à Rouen. Et puis, par contre, sur d'autres territoires, la métropole ou l'agglomération va juste abonder de 1 000 €. Et donc, voilà, d'un territoire à un autre, il y a une grande dispersion. Et puis, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie difficulté à mobiliser ces aides, puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut faire des demandes à chaque fois individuelles, donc à l'État pour la prime à la conversion, à la collectivité, au département, à la région, s'ils ont eu envie, et surtout, il faut avancer les frais. Et donc, c'est des aides qui ciblent particulièrement les plus précaires, mais dans les faits, si vous êtes en situation de précarité, vous pouvez bien avoir 12 000 € d'aide. S'il faut attendre 2 mois, 3 mois pour les avoir, de fait, vous ne les sollicitez pas. Et donc aujourd'hui, ces aides-là, elles sont très, très limitées parce que tant qu'on aura l'avance des frais et l'absence d'un guichet unique, eh bien, on ne pourra pas les mobiliser quand on est en situation économiquement fragile. Sur la question des alternatives à la voiture, là aussi, les collectivités le portent de manière assez différente. Je vous donne encore une fois l'exemple de Strasbourg parce qu'il me semble qu'à Strasbourg, ils ont réussi à penser la zone à faible émission, non pas comme un dispositif où on remplace du 1 pour 1, mais ils ont vraiment essayé de définir un plan de transition. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est majeur sur les zones à faible émission, c'est qu'on ne peut pas annoncer la mise en place d'une zone à faible émission si en face, on n'a pas un plan de transition, alors on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, des vraies alternatives et avec une palette de solutions qui est proposée. Et donc, typiquement, à Strasbourg, donc, ils ont mis en place, donc, sur la question des aides, pour finir là-dessus, un compte mobilité. Et donc, en fait, je peux disposer d'aides financières, pas uniquement pour racheter un nouveau véhicule, mais aussi pour utiliser d'autres modes de transport. Ils ont renforcé leur offre de transport. Ils ont mis en place des transports à la demande dans les zones périurbaines ou rurales. Bien sûr, vous l'avez vu, ils ont mis en place leur RER métropolitain. Alors ça, c'est plus un hasard heureux de calendrier que véritablement une anticipation, puisque vu les délais, bon. Mais en tout cas, ils ont quand même fait en sorte que ça matche.
Ils ont aussi très largement renforcé leur système de pistes cyclables. Ils ont développé l'autopartage, les bornes électriques. Et donc, ils ont vraiment travaillé sur l'ensemble des alternatives à la voiture. Et donc, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre. On n'est pas obligé de se dire il faut développer des métros et des tramways dans 2 ans. Mais en fait, on a quand même des infrastructures un peu plus légères qui peuvent être développées assez rapidement. Merci. Il y a des questions sur le caractère obligatoire des ZFE. Une personne demande si la collectivité peut choisir de mettre en place des zones à trafic limité, par exemple, donc un autre dispositif. Et donc, la question à l'inverse, c'est quelles sanctions si une collectivité ne met pas en place la ZFE? Alors aujourd'hui, donc depuis le 25 décembre 2022, il y a un décret qui est sorti où la métropole ou l'agglomération peut se soustraire à l'obligation de la zone à faible émission si elle justifie d'un dispositif qui a montré les mêmes effets en termes de réduction de la pollution de l'air sur son territoire. Dans les faits, c'est très difficile à apprécier puisque en fait, vous avez 18 mois pour le prouver. Et puis en fait, comment vous prouvez que c'est aussi efficace qu'une zone à faible émission? Ça reste un peu magique. Mais en tout cas, il est possible d'avoir des dispositifs alternatifs à la zone à faible émission si la collectivité prouve qu'elle a un dispositif qui est aussi efficace. La zone de trafic limité, ce n'est pas la voie qu'a choisi l'État et il faudrait vraiment réussir à prouver que c'est aussi efficace qu'une zone à faible émission. Donc, en tout cas, ce n'est pas vers quoi le gouvernement veut que les collectivités aillent et ça ne suffira pas pour justifier, en tout cas sur un certain nombre de territoires, la dérogation à la zone à faible émission. Et du coup, tu parles d'efficacité. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des études d'impact. Est-ce qu'on est vraiment en capacité de mesurer les bénéfices sur la santé? À quelle échéance aussi? Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous l'avez vu sur les zones à faible émission qui ont été déployées dans d'autres pays. On arrive quand même à mesurer la pollution, les impacts positifs en termes de réduction d'exposition à la pollution de l'air, simplement comme on mesure aujourd'hui la pollution de l'air. Et donc, ça, c'est le rôle très précieux des associations de surveillance de la qualité de l'air qui, grâce à leurs capteurs un peu partout, vont pouvoir identifier les niveaux de pollution de l'air et ensuite, du coup, faire l'étude qui justifie des impacts positifs en termes de santé publique, puisqu'on sait aujourd'hui dire qu'à tel niveau d'exposition, le risque est plus ou moins important. Ok, merci. Il y a une question aussi sur les contrôles. Comment c'est mis en place concrètement? Alors aujourd'hui, sur la partie des contrôles, c'est un vrai sujet qui divise les agglomérations, les métropoles et l'État. L'État s'est engagé à avancer sur le sujet. De toute façon, il faut savoir que toutes les zones à faible émission, dans une première phase, elles seront ce qu'on appelle des zones à faible émission pédagogiques. Et donc, aujourd'hui, dans les zones à faible émission que j'ai pu vous citer, les contrôles ne sont pas existants puisqu'en fait, on dit qu'on est dans une phase pédagogique. Donc, les personnes sont censées être arrêtées, mais elles ne sont pas verbalisées. Sur la question du contrôle, l'État va avancer pour mettre en place un contrôle automatisé donc qui permettrait aux collectivités de ne pas avoir à supporter ce système parce que c'est très très lourd, mais la collectivité bénéficierait par contre, parce que ça c'était un enjeu important pour les métropoles et les agglomérations, de l'argent qui est reçu par les amendes, mais l'objectif c'est que cet argent-là, il soit mis dans le système pour trouver des alternatives à la voiture. Aujourd'hui, la voie vers laquelle va le gouvernement, c'est un contrôle automatisé grâce aux plaques, la lecture des plaques, mais ce n'est pas sans poser de problème. Et surtout, ça pose une question fondamentale sur la question des plaques étrangères. Et ça, c'est important parce que ça concerne beaucoup de collectivités qui sont frontalières. Alors, c'est Strasbourg en ce moment, mais demain, ce sera aussi Metz et d'autres territoires. Et puis, tous les poids lourds qui circulent, en fait, et qui passent sur le territoire français. Aujourd'hui, on a cet enjeu de lecture de ces plaques-là. Et donc, ça, c'est un vrai sujet aussi sur la question du contrôle. Donc, encore pas mal de questions à résoudre sur ce point-là. Ok, merci. Il y a une question aussi sur le rôle des autres collectivités. Donc, la personne pose la question sur les départements, mais c'est les régions qui ont ces prérogatives sur la mobilité. Voilà, est-ce qu'il y a une articulation du rôle des collectivités dans le cadre des ZFE? Alors là aussi, c'est à la discrétion de
en tout cas de l'autorité organisatrice de la mobilité, qui est souvent la métropole, donc qui est en charge de la mise en œuvre de la zone à faible émission, d'intégrer au mieux ces collectivités. On parle juste de concertation avec les parties prenantes, alors quand on a quelque chose d'aussi large dans une réglementation, on sait comment ça peut se traduire de façon différente. On a quand même globalement aujourd'hui pas mal en tout cas de métropoles qui ont développé leur zone à faible émission, qui ont concerté les territoires autour, mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, il y a un maillon qui semble vraiment très largement absent, c'est le département, qui pourtant porte la compétence plus sociale, accompagnement. Alors certes, il n'y a aucune compétence mobilité, mais en fait, ils ont un enjeu majeur. Et d'autant plus que dans la loi d'orientation de mobilité, il existe un dispositif qui demande à la région et au département de co-porter un plan de mobilité solidaire pour accompagner la mobilité des personnes justement qui ont des difficultés de mobilité, notamment pour trouver un emploi dans des bassins de mobilité. Et donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut que ces dispositifs ils se parlent, parce que si d'un côté, on a un plan de mobilité solidaire et qu'un autre côté, on a une zone à faible émission, à un moment, si on ne travaille pas ensemble, forcément, on ne va pas réussir à trouver des solutions qui sont efficaces, en fait. Merci. Il y a une question sur les expérimentations de gratuité partielle qu'ont engagé certaines agglomérations. Quels sont les résultats de ces expérimentations? Est-ce que c'est des pistes intéressantes, de votre point de vue? Alors, sur la question des gratuités partielles, là où on a des résultats positifs, c'est quand la gratuité elle a été accompagnée d'une réflexion sur le système de transport. C'est-à-dire que si d'une part on a une gratuité, mais que de l'autre, la question de la fréquence, la question des parcours n'a pas été réétudiée, là, on n'a pas des impacts positifs. Par contre, dès lors qu'on a bien travaillé sur la question de la fréquence, de l'augmentation de la fréquence, parce que quand on met de la gratuité, il faut s'attendre à plus de monde. Mais donc, du coup, il faut maintenir une qualité de service et qu'on a repensé bien qu'on a bien travaillé le parcours. Les résultats sont quand même assez positifs. On a parfois des reports modaux qui sont pas forcément qui sont un peu des effets de bord, où on a des piétons ou des personnes en trottinette qui n'auraient pas pris les transports qui montent dedans. Mais ça, finalement, c'est assez faible par rapport au report modal qui est quand même rendu possible par la gratuité partielle des transports. Et donc aujourd'hui, Montpellier, par exemple, dans le cadre de sa zone à faible émission, va rendre gratuit les transports. À Strasbourg, c'est gratuit pour les jeunes. Donc c'est quand même une solution qui est largement mobilisée dans la mise en place des zones à faible émission. Et merci. Il y a une question sur la comptabilité et le rôle de la voiture, parce qu'il y a la voiture, puis il y a le nombre de passagers dans la voiture. Est-ce qu'il y a des réflexions pour moduler l'accès critère à une voiture s'il y a un passager, 2 passagers, 4 passagers, en fonction du covoiturage, ou c'est vraiment à l'unité véhicule? Alors, c'est vraiment lié au véhicule et aux critères. Donc, en fait, même si vous êtes 4 dans le véhicule, mais que c'est un véhicule critère 4 ou 5, et je vous l'ai dit, en plus, si c'est demain, c'est un contrôle automatisé par un point de lecture de plaque, le véhicule ne pourra pas circuler. Alors, après, il y a peut-être des réflexions de certaines collectivités pour envisager des dérogations, mais de fait, on sait bien que les contrôles de demain, ce ne sera pas un agent de la police municipale qui viendra regarder. Donc, ça semble un peu complexe. Et donc, aujourd'hui, le covoiturage, il est juste mis en avant, mais pour faire des économies, pour plus utiliser sa voiture si c'est un véhicule qui ne peut plus rentrer dans la zone à faible émission, mais pas comme une possible dérogation à la vignette critère qui serait interdite. Ok, il y a une question aussi pour savoir si, quand on observe un impact positif d'une ZFE sur la qualité de l'air sur la zone donnée, le périmètre identifié, est-ce qu'il y a un impact sur les zones environnantes? Alors, ça peut être à double tranchant, justement, et ça, c'est aussi un enjeu qui a regardé. C'est pour ça que je vous parlais de la question du périmètre. En fait, il faut être vigilant à ce que ça ne reporte pas du trafic sur d'autres voies qui donc viendraient polluer en fait, finalement, reculer la pollution. Donc aujourd'hui, la question de la pollution, elle est quand même extrêmement liée au territoire. Je vous disais tout à l'heure que la question de la surexposition, par exemple, elle varie d'un territoire à un autre. Et donc, si on sait que à Paris, les populations les plus précaires, par exemple, sont plus exposées à la pollution, ce n'est pas forcément le cas à Lille, mais ça l'est, par exemple, à Lyon.
Et donc, en fait, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une réponse globale sur cette question-là, puisque c'est très lié au territoire. De la même façon qu'à Grenoble, par exemple, vous le savez bien, c'est une cuvette. Et donc, en fait, la question du périmètre de la zone à faible émission, il est fondamental parce qu'en fait, si vous le faites sur un périmètre très petit, ben, en fait, ça ne changera pas la question de l'exposition des populations. Donc, je pense que cette question-là, il faut aussi la prendre en fonction des lieux d'habitation des personnes et des axes routiers majeurs qui peuvent aussi exister. La question des contournements, elle est à se poser quand on travaille sur la zone à faible émission, en fait. Ok, on va prendre 2 dernières questions. La première, c'est quid des personnes à mobilité réduite? Alors, ces personnes-là, elles peuvent disposer d'une dérogation puisque leur véhicule pourra toujours circuler quand elles ont un véhicule. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans les dérogations, excusez-moi. Ok. Et est-ce qu'il y a des réflexions sur la manière dont on peut faire contribuer les personnes à revenus plus élevés pour accompagner les personnes plus modestes dans la mise en place des ZFE? Alors, aujourd'hui, cette réflexion-là, elle est soutenue par un certain nombre d'acteurs et notamment proposée, mais elle ne fait pas partie des pistes de réflexion, soit des dispositifs que voudrait porter le gouvernement, soit des collectivités. Pourtant, c'est un enjeu majeur. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des vignettes critères, où la question du poids n'est pas pris en compte. Et en fait, c'est important parce que c'est en lien avec les personnes plus riches, parce que c'est souvent des SUV. En fait, derrière, donc les SUV, c'est récent, ils vont être en critère 1 parce que c'est des véhicules essence de moins de 10 ans. Pour autant, ils vont avoir d'autres impacts et des impacts assez majeurs qu'un véhicule, une petite Clio d'une personne. On prend souvent cet exemple-là, mais qui est assez parlant, mais une personne âgée qui a une petite Clio essence, elle va faire aussi beaucoup moins de kilomètres qu'une personne qui vient à Paris ou à Toulouse avec son SUV très récent. Et donc aujourd'hui, c'est un point qui nous semble fondamental à apporter notamment à l'État, en disant en fait la zone à faible émission, elle sera juste si elle permet de développer des alternatives et si surtout elle prend en compte d'autres enjeux que les simples émissions de particules fines et dioxyde d'azote, puisqu'en fait il y a des points clés autour justement des véhicules sur leur poids, sur la place qu'ils prennent et surtout les déplacements des personnes qui sont assez peu pris en compte, mais les études le montrent. On sait bien que les plus riches sont les plus mobiles, sont des hypermobiles. Il n'y a pas que par l'avion, il y a aussi en fait par l'utilisation de la voiture par rapport aux plus précaires. Et donc la question aussi de ces dérogations, de ces passes, alors il ne faut pas que ça se développe trop parce que sinon en fait on va dénaturer la zone à faible émission, mais c'est une vraie réflexion à avoir en fait pour des personnes qui rationalisent aujourd'hui déjà leur déplacement vu le coût du carburant et donc qui vont finalement moins émettre au total sur l'année, même si leur véhicule est plus ancien. Merci Daphné. Il y a une question aussi sur le rôle du pacte, du pouvoir de vivre. Est-ce que le pacte a une proposition sur les ZFE? Alors, vous avez dû voir qu'on travaille sur le pacte des solidarités qui est en cours de construction, dans lequel il y a un axe sur transition écologique juste, dans lequel on va parler des ZFE et on a justement une réunion cet après-midi pour affiner tout ça. Et puis, il y a aussi des groupes locaux du pacte qui se sont engagés sur ce sujet dans leur collectivité en écrivant des courriers. Donc oui, c'est un sujet qui va être au cœur des travaux du pacte très bientôt maintenant. Voilà, il est 9h29. Merci beaucoup, Daphné. Encore une fois, ce webinaire a été enregistré, donc si vous voulez le voir, le revoir ou transmettre à vos collègues, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis à très bientôt. À très bientôt.